Bonjour à tous, je suis vraiment ravi que vous soyez aussi nombreux à me rejoindre aujourd'hui pour retracer ensemble un voyage. Un voyage dans le temps, en assembleur, que j'ai initié moi-même il y a plus de 5 ans maintenant et qui s'est terminé au début de cette année. En fait, ce voyage, c'est en fait un projet personnel que j'ai commencé donc il y a 5 ans et qui consistait en la modification d'un jeu vidéo de l'époque, un jeu rétro des années 90 et qui était donc codé en assembleur. Et donc ce voyage a démarré il y a 5 ans, en l'an 3 avant Tech Me Up. Donc Tech Me Up, c'est la communauté technique chez Soprasteria qui a été fondée en 2021. Donc voilà, on se trouve ici en 2018. Alors, vous ne voyez pas tout. Et donc c'est l'âge de pierre, j'appelle ça l'âge de pierre. Alors, on ne voit pas tout à l'écran. Bon là, c'est pas très grave. En tout cas, je vous présente la Super Nintendo Entertainment System. Là, vous allez voir en entier, ça va être encore mieux. La SNES. Donc, c'est une console qui a été créée dans les années 90 par Nintendo. Donc voilà, vous la voyez à l'écran avec ses petites manettes, ses cartouches. Si on regarde un peu plus en détail ce qui se trouve dans cette console, vous allez trouver des composants que vous connaissez très certainement, comme un CPU qui va lire la ROM et qui va travailler avec de la RAM. Donc plus de détails sur ça plus tard. Ce petit logo, ça veut dire qu'on va faire de la démonstration. Donc là, je vous propose qu'on fasse une petite démo tout de suite. Je ne vais pas garder le suspense beaucoup plus longtemps sur quel jeu j'ai travaillé durant ces 5 années. Donc je vais aller ouvrir mon émulateur. Donc je vais lancer une ROM là-dedans. Nintendo, si vous nous regardez, on est copains, j'ai la cartouche physique chez moi. Donc je vais lancer le jeu, et donc sans trop de surprise, c'est Super Mario World, si vous le connaissez, qui a été créé en 1990 par Nintendo. Donc voilà, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez sauter, récupérer des pièces pour avoir du score, on va pouvoir se taper la tête contre des blocs pour avoir des champignons, on va devenir plus fort grâce à ça. Par contre, il y a des ennemis, et là, quand je vais en toucher un, je vais devenir petit, je vais me venger en sautant dessus. Par contre, si je touche l'ennemi en étant petit, je perds une vie. Tout simple. Par contre, pour l'occasion, je me suis dit, je vais quand même faire une petite modification en avance de phase. Et donc, je vais charger une autre ROM. Tac. J'ai pris la liberté d'apporter quelques petites modifications. Donc, en fait, on va plutôt avoir notre petit Tech-Rex à la place de Mario, qui, pareil, va pouvoir se déplacer, sauter, se battre contre des pirates informatiques, tout ça, j'ai pas beaucoup plus d'inspiration que ça. Il va récupérer des pixels à la place des pièces, donc c'est une petite monnaie qu'on a en interne chez Soprasteria pour avoir des goodies. Et à la place des champignons, il va récupérer des certifications pour devenir plus fort. Et toujours pareil, quand on va toucher le pirate, on devient petit, et puis Tech-Rex va perdre une vie s'il touche le pirate. Parfait. Là, vous voyez la frise, c'est un peu mieux. Donc là, stupeur, on fait un bond de 2 ans dans le temps. Alors pourquoi? Tout simplement parce que durant ces 2 années, finalement, j'ai principalement utilisé les assets, les ressources, les outils de la communauté. Parce qu'en fait, vous devez savoir qu'il y a toute une communauté derrière le hacking de Super Mario World. Et durant ces 2 années, j'ai principalement joué un peu avec. J'ai utilisé l'outil pour modifier le niveau, un peu ce que je viens de vous montrer là, en fait, pour modifier les graphismes. Donc j'ai juste là, ce que je vous ai montré, j'ai juste remplacé les graphismes du joueur, du champignon, etc. Donc ce n'était pas forcément intéressant de vous montrer ça aujourd'hui, puisque finalement, à cette époque-là, je me suis dit, je suis quand même dev. Et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, apporter à la communauté, et donc apprendre l'assembleur, et créer mes propres ressources. Et donc c'est à ce moment-là que j'appelle ça l'âge des découvertes. Alors on va voir de la théorie ensemble. Donc je suis passé par là, on va passer par là aussi, donc on va voir 3 concepts ensemble. Ça devrait à peu près vous parler. Donc tout d'abord, le code machine. Donc la console, comme les ordinateurs, comprennent du code machine. Donc vous voyez, c'est des 0 et des 1. Chaque caractère s'appelle un bit. Si vous les regroupez par groupe de 8, vous allez avoir ce qu'on appelle un octet. Et en fait, une ROM, donc un jeu de l'époque, c'est tout simplement une suite d'octets, de 1 à 4 mégaoctets au total,
Et donc 1 mégaoctet, pour référence, c'est 1024 fois 1024 octets. Voilà, c'est tout ce qu'étaient les jeux de l'époque. Et donc les 0 et les 1, c'est ce qu'on appelle le binaire. Donc c'est des nombres qui sont écrits uniquement avec 2 caractères. Donc là, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est le binaire et l'hexadécimal. Donc nous, en décimal, les nombres qu'on écrit couramment, utilisent des caractères de 0 à 9, donc 10 caractères. Là, le binaire, on va en utiliser que 2, on va utiliser que le 0 et le 1. Et donc en fait, on a moins de combinaisons possibles pour écrire nos nombres, donc on a vu qu'on n'a que 2 caractères, et donc ça va faire des nombres qui seront plus grands. L'hexadécimal, d'un autre côté, on va avoir 16 caractères pour écrire nos nombres, donc les 10 caractères comme le décimal de 0 à 9, et puis 6 caractères en plus, de A à F. Et donc on a plus de combinaisons possibles, nos nombres vont être raccourcis. Et vous allez voir pourquoi je vous parle d'hexadécimal tout de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de conversion entre, entre le binaire, l'hexadécimal et le décimal, mais là je vous donne quelques exemples, je vous donnerai aussi les conversions durant les démonstrations. Mais là, par exemple, si vous voulez écrire 0 en décimal, c'est 0 en binaire, c'est 0 en hexadécimal. Ça va. Par contre, pour écrire 15 en décimal, c'est déjà un peu plus intéressant. Là, vous voyez que 15 en décimal, vous allez avoir 4 0 et 4 1 en binaire. Et en hexadécimal, vous allez avoir 0F. Donc vous voyez que les 4 bits de gauche, c'est 4 0. En fait, il va y avoir un 0 en hexadécimal. Et le caractère le plus grand en hexadécimal étant F, ça correspond au 4 1 en binaire, dans l'octet qu'on a là. Si on fait plus 1, c'est là que c'est intéressant, vous allez avoir 16 en décimal. Donc 15 plus 1, ça fait 16, ça va. Par contre, si vous faites l'octet là plus 1, vous allez avoir tous les bits de droite qui vont retomber à 0, et vous allez avoir le prochain bit qui va être à 1. Et c'est là que c'est encore plus intéressant en hexadécimal, où vous voyez que le F passe à 0, et donc en fait c'est comme si on ajoutait une seizaine, comme une dizaine, mais en hexadécimal, et donc vous allez avoir un 0 en hexadécimal. Donc vous voyez déjà une petite corrélation entre le binaire et l'hexadécimal. Et finalement, si on veut écrire le nombre le plus grand pour un octet possible, donc que des 1, ça correspond en fait à 255 en décimal, et donc FF en hexadécimal, les 2 caractères les plus grands. Donc pour le code machine, ça va. Deuxième concept que je veux voir avec vous, c'est les registres. Donc on a déjà vu 2 types de mémoire possibles, la ROM, la RAM. Donc les registres, c'en est un autre. Donc en fait, ça correspond aux plus petits emplacements mémoire possibles qui sont directement accessibles par le CPU. Et en fait, vous pouvez considérer un peu que c'est des variables globales qu'on va pouvoir utiliser dans le code comme on le souhaite. Vous allez voir, on va largement les utiliser. Je vous en donne 2 exemples. Donc là, on a le CPU. On en a un premier qui s'appelle l'accumulateur, dans lequel on va pouvoir mettre des octets, mettre un octet et retrouver cet octet. Un peu abstrait comme concept, mais vous allez voir qu'on va tout de suite l'utiliser en live coding, en démo. Un deuxième registre qui m'a semblé intéressant de vous montrer, c'est le pointeur vers l'instruction exécutée. En fait, c'est comme ça que le CPU va savoir où il se trouve dans le code. Donc en fait, dans ce registre-là, vous allez avoir l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir ne pas se perdre dans ce qu'il va exécuter. Et c'est déjà bon pour les registres. Et donc troisième concept, probablement mon préféré, c'est l'adressage mémoire. Donc là, accrochez-vous. Vous avez une maison dans laquelle habite un octet, et TechRex aussi apparemment. Cette maison, elle a comme adresse postale 00. Donc là, le petit dollar devant le 00, ça veut juste dire que c'est de l'hexadécimal pour l'assembleur, pour la Super Nintendo. Là, j'ai volontairement écrit l'adresse en hexadécimal et l'octet dans lequel habite dans la maison, en binaire, juste pour faire la différence, pour que vous différenciez bien l'octet et l'adresse. Une maison, il n'y en a pas qu'une. Des maisons, il y en a jusqu'à FF, donc de 00 à FF, donc 256 maisons possibles. Toutes ces maisons-là, elles habitent dans une rue. Cette rue s'appelle 00. Et là, vous voyez où je veux en venir. Des rues, il n'y en a pas qu'une. Des rues, il y en a aussi de 00 à FF. Et dans chacune de ces rues, il y a aussi de 00 à FF maisons. Et si on regroupe toutes ces rues dans des quartiers, pareil, qui sont de 00 à FF, on a une ville, en fait, qui finalement correspond à la mémoire de notre Super Nintendo. Donc on a
256 quartiers, 256 rues, et dans chacune de ces rues, il y a 256 maisons. Donc ça nous donne de 16 mégaoctets, donc c'est toute la mémoire de la Super Nintendo. Et donc notre agent de déménagement, qui est le CPU, qui va vouloir déménager des octets d'une maison à une autre, on va pouvoir lui indiquer l'adresse dans laquelle chercher les octets, de cette manière-là que vous voyez en haut à droite. Donc l'octet, ça correspond à notre maison. Donc là, il va chercher la maison F0. La page, ça correspond à notre rue. Donc là, il va chercher dans la rue 34. Et la banque, ça correspond à notre quartier. Donc ici, 7E. Donc il va savoir dans quelle maison chercher l'octet. Il y a différentes manières d'adresser, différents modes d'adressage. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est l'adressage long. Donc en fait, on va tout lui donner, le quartier, la rue, la maison. Donc on va juste lui dire, cherche-moi dans 7E0019. Voilà. Là où ça commence à être intéressant, c'est l'adressage absolu. Parce que c'est quand même assez verbeux de toujours écrire toute l'adresse. Donc à la fois au niveau de la taille et même du code, ça rend le code pas lisible du tout. On va pouvoir raccourcir cette adresse-là. Pour ça, on va utiliser, donc là vous voyez le code couleur des registres, un registre qui s'appelle banque de données. Donc ici, en fait, le CPU, quand il va voir 0019, il va se dire, je vais regarder dans le registre de banque de données, et en fait, l'octet qu'il y a dedans, je vais considérer que c'est mon quartier. Donc là, par exemple, si j'avais 7E dans mon quartier, enfin dans ma banque de données, il va savoir que c'est dans cette banque-là qu'il va falloir chercher le 0019. Voilà, donc ça permet de raccourcir un peu notre code. Donc si dans tout un bout de code, on sait qu'on va toujours vouloir chercher dans 7E, en fait, on va tout simplement pouvoir mettre 7E dans la banque de données et toujours utiliser ce mode d'adressage. Et on peut même aller beaucoup plus loin et utiliser de la page directe. Et donc là, c'est tout simple. On sait qu'on va forcément être dans le quartier 7E, dans la banque 7E, et on va forcément être dans la page 00. Donc en fait, la page directe, on va pouvoir l'utiliser pour 256 maisons, 256 adresses. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour un mode d'adressage dédié. Au final, si, c'est quand même assez pratique, parce qu'en fait, 256 zones mémoire, c'est déjà pas mal. En général, les jeux utilisent ces 256 adresses-là pour des variables, et des variables de travail, et puis finalement, ça raccourcit beaucoup le code d'utiliser principalement ces adresses-là. On va le voir de toute façon en démonstration, pas tout de suite. Par contre, je vous ai menti depuis le début. L'assembleur, en fait, c'est pas un langage. On parle plutôt de langage d'assemblage. Parce qu'en fait, l'assembleur, c'est tellement proche du CPU, on va vraiment donner directement des instructions au CPU, que en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau CPU qui sort, avec des nouvelles fonctionnalités, il est beaucoup plus rapide, on peut faire plus de choses. Il faut un nouveau langage, il faut de nouvelles fonctionnalités. Et donc, c'est pour ça qu'on a quasiment un langage d'assemblage par famille, type de CPU. Par contre, ils ont quand même les principes en commun, notamment les opcodes, les opcodes, ça dépend comment vous voulez le prononcer. En fait, ça correspond aux instructions que vous allez pour écrire en assembleur, donc c'est des mnémoniques. On va en voir deux là tout de suite. Le premier, c'est LDA, donc c'est des trigrammes toujours. Donc c'est le short pour Load into Accumulator. Et on va avoir un deuxième, STA, qui est Store from Accumulator. Vous vous souvenez de l'accumulateur, le registre. Là, on va largement l'utiliser. Donc en fait, LDA, ça va vous permettre de prendre un octet et le mettre dans l'accumulateur. Et l'inverse, STA, vous allez prendre ce qu'il y a dans l'accumulateur et l'enregistrer quelque part en mémoire. Je vous donne un exemple tout de suite. En reprenant nos trois modes d'adressage là, donc c'est pour avoir les trois exemples. Donc là, LDA 19, ça va prendre l'octet qui se trouve dans la maison 19 et il va le mettre dans le registre, dans l'accumulateur. Et l'inverse, si vous faites un STA 19, il va prendre l'octet qui se trouve dans le registre et il va l'enregistrer dans 19, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Parce que je vous ai dit qu'un jeu, une ROM, c'est uniquement une suite d'octets et pas des lettres. Et en fait, c'est en ça que consiste l'assemblage, principalement. En fait, il y a un dictionnaire pour les mnémoniques. Et donc, en fait, au moment de l'assemblage, il va aller chercher un LDA. Je sais que c'est un A5, et donc il va mettre l'octet A5 dans la ROM finale. Et c'est comme ça que le CPU va savoir, il va voir qu'il y a un 5, il sait qu'il va devoir faire un LDA. Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même quelques subtilités. Un LDA, ça peut être A5, AD ou AF, selon le nombre de paramètres qu'il y a pour l'opcode. Donc, les opcodes, en général, ils ont entre 0 et 3 paramètres possibles.
Là, LDA, c'est 1, 2 ou 3. Donc en fait, ça dépend du mode d'adressage. Donc là, typiquement, si on utilise la page directe, bah, on n'a que 19. Donc on a un A5 avec un paramètre qui est 19. Pour différencier le nombre de paramètres, parce qu'il doit forcément différencier combien il y a de paramètres derrière, l'assembleur va transformer le LDA en AD s'il y a 2 paramètres derrière. Donc si c'est de l'adressage absolu, il va mettre les 19,00. Donc c'est comme ça qu'il va savoir, il sait que c'est un AD, donc il sait qu'il n'y aura que 2 paramètres, 19 et 00. Et donc il sait que le 3e octet derrière, c'est la prochaine instruction à exécuter. Et pour STA, c'est pareil. C'est juste que voilà, je ne vous l'ai pas mis ici, mais c'est exactement le même principe. Et on va mettre tout ça en pratique tout de suite. Donc on a notre pirate, on a notre TechRex. Moi, je ne veux pas que TechRex y perde contre le pirate. Je pense que vous non plus. Donc on va essayer de trouver un moyen de ne pas perdre contre le pirate. Donc première chose qu'on peut faire, je pense qu'on peut déjà essayer de rendre TechRex invincible. Parce que vous avez vu que si on touche le pirate, on devient plus petit et on peut même carrément perdre une vie. Et ça, je ne veux pas. Donc moi, je me souviens des certifications et qu'on devient plus grand et donc plus fort. Donc on ne meurt pas quand on se fait toucher. Donc je me dis peut-être qu'on peut être certifié indéfiniment, pour toute une éternité. Donc je vais aller dans mon éditeur de texte et on va tout de suite faire un petit LDA 0,1. Là, ça va mettre 0,1 dans l'accumulateur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais aller ici. On va aller dans la cartographie de la mémoire de Super Mario World. Je vous ai parlé de la communauté. La communauté a fait un boulot monstre et a cartographié toute la mémoire de Super Mario World et surtout comment sont utilisées toutes les adresses par le jeu. Donc là, typiquement, si je descends un peu dans le tableau, je reprends mon 7E0019. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné cet exemple depuis le début. En fait, cette adresse-là, vous voyez qu'elle correspond à l'état courant du joueur. Et que si je vais dans cette adresse-là, vous voyez que s'il y a 0 dans cette adresse, le jeu comprend qu'on est petit. S'il y a 1, il comprend qu'on est grand. Et donc c'est comme ça que le jeu, typiquement, par exemple, si on se fait toucher, il va savoir, il va regarder. Si on est 1, je le mets à 0 et on ne meurt pas. Si on est à 0, on perd une vie. Et donc c'est pour ça que là, j'ai fait un premier LDA 0,1. Tac, je reviens à mon éditeur des textes. Et je vais faire un STA 19. Là, ça ne va pas fonctionner encore tout de suite. Ce que vous vous souvenez, là, LDA de 0,1, ça, en fait, ça va prendre l'octet qui se trouve à l'adresse 0,1. Là, vous avez vu que nous, on veut mettre la valeur 0,1 dans l'adresse 19. Donc, ce que je vais faire, il y a une syntaxe dans l'assembleur qui va pouvoir me dire, mets-moi vraiment la valeur 0,1 dans l'accumulateur. Donc ici, c'est grâce au dièse. Donc ici, on va vraiment mettre dans l'accumulateur cet octet-là. Tac, 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 tac. Parfait. Et derrière le STA, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, là, on a 0,1, on a 1 dans l'accumulateur, mais en fait, il va prendre le 1, il va le mettre dans l'adresse 19. Et donc, théoriquement, on devrait rester grand. J'ai sauvegardé, je lance un petit truc dans mon terminal qui va insérer le code. Puis je retourne sur mon émulateur, je relance le jeu. Cool, vous voyez déjà qu'on est grand d'avance de phase, ça c'est déjà pas mal. Et là, je vais toucher mon pirate, ah bah, fantastique, je reste grand. Donc là, TechRex c'est invincible. Ah, je suis content. Bon, par contre, je me sens pas très bien parce que moi j'aime bien être fair play. Et je vais quand même laisser une petite chance au pirate. Donc, si je me souviens bien, le seul moyen de me débarrasser du pirate, c'est de lui sauter dessus. Donc, est-ce que je ne me dirais pas qu'on puisse faire en sorte de ne plus pouvoir sauter? Comme ça, en fait, TechRex ne peut plus sauter. Il ne va pas pouvoir se débarrasser du pirate. Donc, on va faire ça. Donc, le réflexe, on va regarder dans la cartographie de la mémoire. Tac. Si on ne peut pas trouver une petite adresse qui gère les boutons sur lesquels appuyer le joueur. Ah, 15, 16, 17, 18, c'est juste au-dessus de 19 apparemment. Ça permet de gérer ça. Alors, j'ai un peu fait exprès. Donc, vous voyez qu'il y a 4 adresses mémoire qui gèrent les boutons sur lesquels appuyer le joueur. Je vais vous dire tout de suite, pour sauter, c'est le bouton B. Donc là, si on regarde où est mentionné le bouton B dans ces adresses-là, je vois que ici, 15, on mentionne le bouton B. Ici, 16, on mentionne le bouton B. Pas dans 17, pas dans 18. Donc, on sait déjà qu'on va vouloir travailler avec 15 et 16. La manière dont fonctionnent ces adresses mémoire, c'est de cette manière-là. Donc, les octets qui se trouvent dans ces adresses sont sous ce format-là. Donc, vous voyez des lettres, une suite de lettres un peu bizarre.
En fait, par exemple, ici, le bit tout à gauche, donc le petit b, ça dit que le bit tout à gauche gère le bouton ici, A ou B. Donc en fait, la console, ce qu'elle va faire, c'est quand le joueur va appuyer sur le bouton A ou le bouton B, il va mettre à 1 ce bit-là, donc le bit tout à gauche. Pareil, pour le grand R, là, donc le bit tout à droite, si on appuie sur droite, ben, il va mettre ce bit à 1. Voilà. Donc là, on commence à comprendre qu'on sait sur quel bouton appuyer le joueur. Par contre, si je modifie aussi cette valeur-là, le jeu aussi ne saura pas qu'on a appuyé sur le bouton. Parfait. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc si on veut annuler le bouton B, ben, on va vouloir mettre le bit là tout à gauche à 0. Parfait. Par contre, si je mets 0 dans toute l'adresse, ben, en fait, ça va annuler tous les boutons, c'est pas non plus ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un et logique. Tac, j'ai un petit tableau sympa ici. Donc le end ici, c'est le mnémonique, l'opcode pour le et logique. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que si vous avez un bit à 0 et que vous faites un et logique en appliquant un 0, vous aurez un résultat de 0. Si vous avez un bit de 1 et que toujours vous appliquez un et logique avec 0, vous aurez aussi 0. Et à l'inverse, donc si vous appliquez un et logique avec 1, si vous avez 0 à l'origine, ça va rester 0. Et si vous aviez 1 à l'origine et que vous appliquez 1, vous aurez 1. Donc en fait, vous voyez que si on fait un et logique et qu'on applique 0, ça va forcer le bit à 0. Si on applique 1, en fait, ça va garder le bit qu'il y avait au début. C'est exactement ce qu'on veut. Puisque le bit pour B, pardon, le bit pour B, on va vouloir le mettre à 0. Et le reste, on va vouloir garder 1. Ça tient. Ou pas. Voilà. On va vouloir garder le bit qu'il y avait à l'origine pour garder le bouton sur lequel on avait appuyé. Donc on retourne dans notre code. Je vais faire la modification juste au-dessus. Tac. Première chose, on va mettre dans l'accumulateur 15. Donc là, on va vraiment prendre l'adresse cette fois-ci, puisqu'on veut vraiment l'octet qui se trouve dans l'adresse 15, donc les boutons sur lesquels on a appuyé. Et on va faire un petit et logique. Je vous dis ce qu'on va mettre dedans, c'est 7F. Donc ça, si je fais la conversion, c'est tac, 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 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est 7F en hexadécimal, en binaire. Donc là, je vous donne un petit exemple. Si par exemple, donc là je vous traduis pas 15, là je vous donne un exemple, un d'octet qui peut y avoir dans 15. Donc si par exemple le joueur a appuyé sur 4 boutons, dont le bouton B, tac, par exemple il a aussi appuyé sur un autre bouton, il a appuyé sur 2 autres boutons aussi, ce que ça va donner, ici, tac, si on applique notre et logique, donc là si on applique 0, ça va nous donner 0. Ça, vous vous en souvenez. Et en fait pour tous les autres, vu qu'on applique 1, ben en fait ça va garder le bit d'origine qu'il y a au-dessus. Tac. Et donc là, vous voyez, fantastique, c'est exactement ce qu'on voulait. Le bouton B a été annulé et tous les autres boutons sont encore actifs. Donc on va toujours pouvoir se déplacer, mais on ne va plus pouvoir sauter. Tac, nickel. Et là, bah, ce qu'on va faire, c'est que la modification, elle a été apportée dans l'octet qui se trouve à l'accumulateur. Et donc, bah, on va vouloir écraser les valeurs qu'il y a dans 15 et 16. On va faire STA 15 et STA 16. Donc on va écraser les deux valeurs. Hop, je réinsère mon code. Nickel. Et je relance mon jeu. Là, faites-moi un peu confiance. Je suis en train d'appuyer comme un fou sur le bouton V. Et il ne se passe rien. On est toujours encore invincible. Nickel. Bon, c'est pas fou comme jeu, on peut pas faire grand chose, mais c'est déjà pas mal. Moi, je suis content en tout cas. Tac. Ça, c'est pas mal. Par contre, est-ce qu'on a compris ce qu'on a fait? Alors, moi, à l'époque, moi non plus. Là, j'ai fait une petite commande, ça a inséré apparemment du code. Là, j'ai juste écrit un truc dans mon éditeur de texte, apparemment ça fonctionne. J'ai fait un LDA de quelque chose, je l'ai mis dans 19, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne. Et j'étais pareil à l'époque. Donc là, petit fast-forward d'un an. Donc on se retrouve en l'an 0, 2021, si vous en souvenez, avec ce que j'ai modestement appelé l'aube moderne. C'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient toutes ces choses-là. Et donc je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris. Première chose, bah, comment est-ce qu'on fait pour insérer du code? Donc le jeu appartenant à Nintendo, on va uniquement pouvoir
insérer du code à des espaces libres ou alors modifier du code. On ne va pas pouvoir insérer dans le jeu d'origine et puis tout décaler, ça ne marchera pas. Donc on va pouvoir faire ça à travers des hooks ou des crochets. Donc on a notre code. Donc là, notre petit code, que là vous le reconnaissez, hein. On va pouvoir l'insérer dans la ROM d'origine. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ici, vous imaginez que vous avez une routine d'exécution du niveau. Donc ça, c'est le jeu d'origine de Nintendo, sur 100 octets, donc je l'ai complètement inventé. Donc une routine, c'est comme une fonction dans vos langages modernes. C'est juste du code qui va pouvoir être réexécuté plusieurs fois. Et donc là, j'imagine que... Il va vraiment pas pouvoir fonctionner. Sur 100 octets, ça je l'ai imaginé, je ne sais pas combien c'est en vrai, j'aurais peut-être pu regarder d'ailleurs, mais voilà. Donc imaginez que vous avez 78 octets de code. Voilà, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez un petit STA avec n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi ce que je vous ai mis là. Avec 4 octets de code. Donc ça, c'est important. Notez bien qu'il y a 4 octets. Vous vous souvenez, le STA est transformé en octet, il y a 3 paramètres derrière. Et derrière, la petite routine se termine tranquillement avec 18 autres octets de code. Parfait. Donc ça, c'est le jeu d'origine. Nous, on va vouloir insérer notre code à l'intérieur. Donc pourquoi est-ce que c'est une routine? Pourquoi est-ce que c'est du code qu'on réexécute? En fait, le niveau, va falloir exécuter du code tout le temps, constamment. Chaque frame, en fait. Donc là, j'introduis le concept de frame. Donc, en gros, Super Mario World, pour l'Europe en tout cas, tourne à 50 frames par seconde. C'est-à-dire que tout ce code-là, typiquement ce code-là, les 100 octets, seront exécutés 50 fois par seconde. C'est important à savoir. Parce que vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne en insérant ce code à cet endroit-là. Donc, pour insérer notre code, on a un outil. Donc cet outil-là, voilà, je vous le dis, dans la console, c'est en fait ce que j'ai utilisé. Donc c'est un outil qui a été créé par la communauté et qui va nous permettre d'insérer du code. Et je n'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait au début. Et donc à ce moment-là, j'étais bien content de comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, la première étape, c'est qu'il va insérer du code. Donc là, typiquement, il va insérer notre code. Donc tout à droite, par exemple, A0000, c'est de l'emplacement libre. Il va l'insérer à cet endroit-là. La deuxième étape, c'est qu'il va insérer son propre petit bout de code qui à un autre endroit. On ne sait pas où c'est. Voilà, ça peut être juste derrière notre code, ça peut être à un endroit complètement différent. Là, vous voyez qu'on répète les 4 octets du jeu d'origine, le petit STA bizarre, et il fait JML main. Bon, on reconnaît main. Bon, on ne sait pas trop ce que ça fait. En fait, JMP et JML, c'est deux autres P-codes que je vous montre maintenant. Ça permet de faire des jumps. Donc en gros, JML main, ça veut tout simplement dire, va-moi au code qui se trouve, qui est labellisé main. Donc en gros, là, main hook et main, c'est des labels. Au final, derrière, ça correspond à des adresses. Donc là, main, typiquement, il sait que le code se trouve à l'adresse A0000. Donc là, JML, il va aller vers notre code. Et la différence entre JMP et JML, c'est juste la taille de l'adressage. JML, c'est l'adressage long. Et en fait, la toute dernière étape de l'outil, c'est de remplacer dans le code original, par exemple les 4 octets là avec le STA bizarre, pour créer un crochet. Donc en gros, là, il va remplacer notre STA bizarre par un JSL main hook. JSR, JSL, ça fonctionne un peu de la même manière que JMP et JSL. Ça va pareil faire un jump, sauf que il va s'attendre à un retour. Et ce retour, vous allez pouvoir lui dire de retourner grâce au RTS et au RTL. Donc là, vous comprenez ce que c'est le RTL. En faisant un JSL, dès qu'il va avoir un RTL, il va revenir au dernier JSL qui a été fait. Ça fait beaucoup d'informations. Donc je vous propose qu'on reprenne tout depuis le début. Donc là, vous rentrez dans votre routine d'exécution du niveau sur 100 octets. Tac, je vais juste remettre les trucs. Il va voir le JSL main hook. Donc ça, on l'a remplacé les 4 octets. Il va aller au main hook qui a été inséré par l'outil précédemment. On a répété le STA et c'est pour ça qu'on l'a répété. En fait, on ne perd pas d'informations du jeu d'origine. Donc ça, c'est super important. Sinon, ça ne marche plus. Et il va voir le JML main. Donc c'est là qu'il va aller vers notre code. Donc là, il va exécuter tout notre code. On va arriver au RTL.
Mais en fait, le dernier JSL qui a été fait, c'est dans la routine d'origine. Donc il va tout simplement continuer l'exécution du code du jeu d'origine. C'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir exécuter tout notre code, aussi long qu'il soit, sans modifier trop le code d'origine, sans rien insérer et tout décaler. Fantastique. Deuxième concept que j'ai compris à ce moment-là et que j'ai largement utilisé, c'est la pile ou la stack. Promis, c'est un des derniers concepts qu'on va voir. Après, on va faire pas mal de démos. Donc la pile, c'est un emplacement dans la RAM. Vous allez mettre des octets dessus, les empiler, et vous allez pouvoir les dépiler. Tout simplement. Là, le petit code couleur pour les registres. Donc vous avez un registre qui s'appelle pointeur vers l'élément courant de la pile. C'est comme ça, finalement, que le CPU saura vers où il se trouve à ce moment dans la pile. Donc par exemple, si on rajoute un octet sur la pile, le pointeur change. Logique. Deux petits opcodes en plus qui va permettre de travailler avec cette pile, PHA, PLA. Donc vous allez prendre avec PHA l'octet qui se trouve dans l'accumulateur, ça va le mettre sur la pile, et inversement, PLA, ça va prendre l'octet qui se trouve sur la pile et ça va le mettre dans l'accumulateur. Et là, on peut comprendre certaines choses, notamment les JSR, les RTS, et les JSL RTL, comment ils fonctionnent. En fait, quand on va avoir un JSL, le JSL, finalement, il va faire comme JML, il va juste faire un jump. Mais il va faire une chose en plus, c'est qu'il va empiler l'adresse à laquelle il se trouve actuellement. Et le RTL, il va faire l'inverse. Il va tout simplement dépiler ces 3 octets de l'adresse sur la pile, et il va faire un jump vers cette adresse. Donc il saura vers où revenir. Donc là, on a pu comprendre pas mal de choses. Et donc, en ayant compris tout ça, j'ai vraiment pu m'amuser durant ces quelques années. Et on se retrouve aujourd'hui à la Devoxx FR 2024 avec ce qu'on appelle l'ère contemporaine. Pas que je n'avais plus rien à apprendre, mais c'est à ce moment-là vraiment que j'ai vraiment pu m'amuser, vraiment pu faire des choses cool, tout en comprenant ce que je faisais. Ça, c'est important. Dernière petite chose avant qu'on finisse que sur de la démo, c'est les registres d'indexage X et Y. Vous avez encore 2 registres en plus, X et Y, et qui fonctionnent un peu comme A, comme l'accumulateur. Vous allez pouvoir faire des opcodes qui ressemblent beaucoup au STA ou LDA. Donc vous allez pouvoir faire LDX, STX, pouvoir travailler avec le registre X, mettre des octets, les retrouver. Pareil pour Y, pareil pour la pile. Là, il y en a 2, je ne vous avais pas parlé pour A, mais vous pouvez le faire pour A aussi. C'est INX, INY, ça permet tout simplement d'incrémenter l'octet qui se trouve dans le registre à ce moment-là. Voilà, ça peut être utile. Et avec ça vient un nouveau mode d'adressage. Là, vous avez 2 exemples pour comprendre ce nouveau mode d'adressage. Donc là, sur le petit bout de code à gauche, j'ai mis 0 dans X, donc dans le registre X. Et là, je fais LDA de l'adresse 00, X. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va chercher l'adresse 0 plus ce qu'il y a dans X. Donc là, ça va faire 0 plus 0, ça ne va rien faire, ça va faire juste LDA 00. Donc ça va chercher l'octet qui se trouve à l'adresse 00. Là où c'est plus intéressant, c'est le deuxième bout de code, celui-là de droite. Si on met 2 dans X, par exemple, si on refait notre 00, X, en fait, ça va aller chercher dans l'adresse 0 plus 2, l'adresse 2 en fait. Donc ça va chercher l'octet qui se trouve à l'adresse 00 plus 2. Et vous allez voir tout ça en action tout de suite. Donc là, on a le status quo avec notre pirate. On ne peut pas s'en débarrasser, mais lui non plus. Donc ce qu'on peut faire, parce qu'on est bon en assembleur, on va pouvoir inventer un moyen de s'en débarrasser. Et donc pour ça, j'ai en avance de phase créé un sprite. Donc c'est environ 1200 lignes de code, assembleur. Donc en gros, un sprite pour la console, c'est juste un objet finalement qui, en alimentant certaines zones mémoire dans la console comprendra qu'il y a un objet à l'écran et qu'il va devoir le gérer. Donc un sprite, ça peut avoir des comportements, des interactions avec d'autres sprites. Voilà, donc on peut y avoir pas mal de collisions. Voilà, on peut vraiment coder ce qu'on veut. Donc là, j'en ai créé un en avance, parce qu'on n'aura largement pas le temps d'écrire là en 10 minutes. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours se déplacer vers la droite dès qu'on l'affiche. Et dès qu'il touche un autre sprite, il supprime son existence. Et au final, en fait, c'est un projectile. Donc je vous propose qu'on fasse un petit bout de code
pour spawner ce sprite. Donc spawner, dans le jargon, ça veut juste dire alimenter les zones mémoire pour que la console sache qu'il y a un truc à l'écran et qu'il faut gérer du code en plus. Et pour ça, on va refaire notre petit JSL. Tac. Et on va faire un JSL spawn sprite. Pourquoi? Spawn sprite, c'est un label. Et en fait, si vous regardez un peu dans la documentation des outils, donc oui, il y a de la documentation d'assembleur, des outils qui ont été créés par la communauté, il y a une routine qui vient avec ces outils, qui s'appelle Spawn Sprite, et en fait qui reprend la routine de spawn de Nintendo, en l'améliorant, en la modifiant un peu, et avec de la documentation sur comment l'appeler. Donc ils nous disent, OK, voilà, vous faites un petit JSL dans votre code, et ça va vous permettre de spawner un sprite. Mais en plus, cette routine prend un paramètre. Et en fait, il nous dit dans la documentation, tac, vous mettez dans l'accumulateur le numéro du sprite que vous voulez spawner. OK. Donc moi, le sprite que j'ai inséré avant la conférence, il y a 0, c'est comme numéro 0. Donc nous, on va mettre toujours le dièse pour dire qu'on met l'octet 0 dans l'accumulateur. Voilà. Donc en fait, là, on vient de mettre 0 dans l'accumulateur et la routine saura qu'il y aura ce sprite-là à afficher. Et donc vous voyez que finalement, ça permet de faire quand même de la collaboration, même en assembleur. Donc c'est un aspect communautaire qui est assez sympa. Là par contre, on aura un problème quand même. Vous vous souvenez les frames par seconde? Donc là, mon code, comme on vient de voir comment il est inséré, donc il va être exécuté 50 fois par seconde. Donc là, en fait, on va tirer des projectiles 50 fois par seconde. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que le bouton B, on le réutilise. Puisqu'on vient d'enlever, on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Bon, on va l'utiliser pour tirer le sprite, tout simplement. Et pour ça, on va faire un logique, mais inversé. Donc là, nous, si on va reprendre notre 15 et 16, on va pouvoir vérifier, avant qu'on annule le bouton B, on va pouvoir vérifier si on a appuyé dessus ou pas. Par contre, je me souviens plus si c'est 15 ou 16. Donc on va aller voir ensemble. Effectivement, il y a 15 et 16. Je ne sais pas trop quelle est la différence. Là, on voit quand même que 15, c'est les boutons qu'on est en train d'appuyer dessus. 16, c'est les boutons sur lesquels on vient d'appuyer. En fait, effectivement, il y a une différence qui est super pratique. Donc en fait, la console, dans 15, elle va garder le bit à 1 tant qu'on reste appuyé sur le bouton. Okay, donc là, pareil, si j'utilise 15, en fait, moi, je ne suis pas un robot, je ne peux pas appuyer sur le bouton une seule frame. Donc en fait, je vais forcément appuyer dessus une demi-seconde, par exemple. En fait, ça va quand même tirer 25 fois le sprite. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Là, on va plutôt utiliser 16. En fait, 16, c'est le bouton, le bit va être à 1, uniquement la frame à laquelle on a appuyé sur le bouton. Après, tout le reste des frames, même si on reste sur le bouton, le bit sera remis à 0. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc là, on va plutôt utiliser 16. Nickel. Donc là, je vais prendre mon octet qui se trouve dans 16. Et on va réappliquer un logique. Là, je vous ai dit qu'on va faire un logique, mais inversé. Donc, on va inverser par rapport au 7F qu'on avait avant. On va mettre 80. 80, si je vous dis en binaire ce que c'est cet octet-là. Tac, tac. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Vous vous souvenez, quand on a 1, ça va garder la valeur qu'il y avait dans le bit. Et 0, ça va annuler, ça va mettre à 0. Le bit, ça va le forcer à 0. Donc là, en fait, on va se retrouver avec un accumulateur. Selon si on a appuyé sur le bouton B ou pas. Donc si on a appuyé, on va se retrouver avec cet octet-là dans l'accumulateur. Et en fait, si on n'a pas appuyé sur le bouton B, donc le bit tout à gauche sera 0, tous les autres aussi, donc on va se retrouver avec 0 dans l'accumulateur. Donc là, on se retrouve avec 0 ou pas 0, selon si on a appuyé sur le bouton ou pas. Ce qui est pas mal. Parce que là, je vous introduis un autre OP-code, une autre instruction qui est sympa. C'est BEQ. BEQ, c'est le mnémonique pour branch if equal. Donc, à 0. Donc là, si on a 0, en fait, ça va aller dans la branche. Ça va aller dans la branche vers un label. Donc là, par exemple, il prend en paramètre un label. Donc derrière, c'est une adresse, toujours encore, je vous le rappelle. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler ne pas tirer, par exemple. Mon label ici, je vais le mettre ici. Parfait. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est si on n'a pas appuyé sur le bouton, donc si on a la 0 dans l'accumulateur, ça va aller au label.
et sinon ça continue le code normalement. Donc là, vous allez peut-être deviner, mais je vais prendre mon code qui spawn le sprite, et je vais le mettre entre les deux. Donc là, si on est 0, on ne va pas exécuter le code qui va tirer le sprite. Par contre, si on est à 1, donc si on a appuyé sur le bouton B uniquement à la frame où on a appuyé, bah, ça va tirer le sprite. Nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Là, pareil, je réexécute l'outil qui insère le code. Là, vous savez comment ça marche. Je relance mon jeu. Là, je vais appuyer sur le bouton B. Et mon TechRex va tirer des petits projectiles, TDD, OWASP, et puis il a défait le pirate. Parfait. Donc on a réussi à battre le pirate. Une dernière petite chose qu'on peut faire ensemble, c'est on va peut-être pouvoir aller au crédit du jeu d'origine. Parce qu'en assembleur, on peut tout faire. Donc on peut aussi finir le jeu dès qu'on veut. Pareil, je vous ai caché des choses depuis le début. J'aime bien faire ça. J'ai caché du code, bien caché apparemment, en dessous, tout en bas de mon éditeur de texte. Donc c'est une routine vérifier crédit que j'ai écrit aussi en avance, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout écrire ensemble, mais je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, une routine qui s'appelle vérifier crédit. Donc on a un label, donc ce code-là sera inséré à un endroit. Ce qu'on va faire dans cette routine-là, on va faire un PHX et un PLX. Donc on va avoir du code qui sera encapsulé entre ces deux instructions. Vous vous souvenez, ça va utiliser la pile. Donc en fait, à quoi est-ce que ça va servir, ce PHX, ce PLX? En fait, on ne sait pas d'où on vient dans le code. Cette routine sera utilisée, mais on ne sait pas d'où. Donc pour sauvegarder le registre X, la valeur qui se trouve à l'intérieur, parce que là, vous voyez qu'on va utiliser le registre X, on va mettre sur la pile, et puis on va le dépiler après pour remettre l'état qui se trouvait au début de l'utilisation de cette routine. Parce qu'effectivement, on va mettre 11 dans X. Pourquoi est-ce qu'on va mettre 11 dans X? En fait, dans la console, vous avez plein de petits emplacements mémoire de taille 12, donc 12 adresses succinctes, un peu partout en mémoire. Parce qu'en fait, le jeu Super Mario World peut gérer 12 sprites à l'écran en même temps, et pas plus. Donc là, typiquement, on a 14C8. Donc là, pareil, j'ai regardé dans la cartographie de la mémoire, on ne va pas y aller, faites-moi confiance, qui correspond en fait au statut du sprite. Donc en fait, vous avez 12 emplacements mémoire qui se suivent, en commençant par 14C8, où chaque sprite qui peut être à l'écran, on a son état. Si cette valeur est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de sprite à l'écran pour ce slot-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous commencez peut-être à comprendre où je veux en venir. On va téléporter au crédit si il n'y a aucun sprite à l'écran. Donc on va utiliser ces 12 slots mémoire pour vérifier s'il y a un sprite à l'écran. S'il n'y en a aucun, on va téléporter au crédit. Donc on va mettre 12 dans X. Et ce qu'on va faire, c'est notre adressage avec le registre X, 14C8 plus 12. En fait, ça va aller chercher le dernier slot possible dans la mémoire. On a BNE qui est le penchant inverse de BEQ. En fait, si on n'a pas 0, on va aller au label. Donc là, typiquement, si on n'a pas 0, donc l'état 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de sprite à l'écran pour ce slot. Donc là, si c'est pas 0, ça veut dire qu'il y a un sprite à l'écran. Donc en fait, on va juste sortir de notre routine et en fait, on ne fait rien. On va téléporter uniquement si tous les slots sont à 0. On va faire un decrease X si c'est à 0. Donc on va parcourir tous nos X. Et dernière chose ici, le BPL, ça veut dire branch if plus. Donc tant que X est positif, on va continuer à faire la boucle. Et donc si on arrive ici et que X est inférieur à 0 et que on n'est jamais arrivé à ennemi détecté parce que tout a été à 0, on a les 4 dernières lignes de code ici qui permettent de charger les crédits. Donc là, pareil, j'ai regardé dans la cartographie de la mémoire. Ces instructions-là permettent, donc ces adresses mémoire-là permettent de téléporter au crédit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour appeler ce code-là? On va faire un JSL, vérifier crédit. On a un RTS derrière, donc ça va marcher. C'est JSR qu'il va falloir faire. Donc c'est de l'adressage absolu. Parce qu'on est dans le même fichier de code. Donc en fait, on sait à peu près où il est inséré dans le code. L'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va insérer le code qui se trouve dans un même fichier, dans la même banque. Donc en fait, on va pouvoir utiliser l'adressage absolu. Et donc là, je vais tirer sur mon pirate. Et je suis téléporté au crédit. Et on a gagné le jeu. Fantastique. En une dizaine de lignes de code, ça suffit pour gagner le jeu.
Donc, je m'appelle Nicolas Groman, donc je vous ai mis mon contact, parce que là, on a uniquement effleuré la surface de ce qui était possible en assembleur, donc il y a la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Je vous ai mis quelques références aussi que j'ai utilisées pour apprendre l'assembleur durant ces 5 années. Les fonctionnalités de la Super Nintendo, parce qu'il faut savoir comment elle fonctionne. On est tellement proche de la console qu'il faut savoir comment elle fonctionne. Le site web de la communauté aussi, parce qu'il y a toutes les ressources là-dedans. Donc mon jeu, il est sur la fin du playtesting, et donc il sera disponible sur le site de la communauté dans les prochaines semaines, prochaines semaines, je pense. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir. Et donc je vous ai mis quelques captures de finalement ce que j'ai réussi à faire sur la fin sur le jeu. Donc ça, c'est Super Mario World. Donc c'est des batailles dans l'espace, bien sûr. Et finalement, spoiler, voici le boss final avec de la 3D et des physiques complètement différentes. Donc voilà, on peut vraiment tout faire finalement. Et donc en conclusion, c'était vraiment une très grande courbe d'apprentissage. Je suis vraiment super fier d'avoir pu faire tout ça. Et donc la morale, c'est que si vous avez quelque chose à apprendre, et que quelque chose que vous voulez apprendre, et que vous n'y connaissez rien, je vous dirais de foncer. Parce qu'au final, même si vous n'y connaissez rien, au contraire, la satisfaction que vous allez en tirer, le résultat que vous allez en tirer, n'en seront que meilleurs. Merci.